3 nourrissons naquirent la même nuit dans le comté de Henry-Yo, en Virginie, en avril 1802. 3 cris identiques déchirèrent l'obscurité d'une maison de plantation, mais seuls 2 enfants furent reconnus par leur mère. Le 3e, à la peau légèrement plus foncée que celle de ses frères, décrite par des témoins comme n'étant guère plus sombre que la teinte d'un soleil d'été, disparut de tous les registres familiaux quelques heures seulement après sa naissance. Ce qui s'est réellement passé dans cette salle d'accouchement est resté enfoui pendant plus de 2 siècles dans des documents de tribunal, des lettres privées et les témoignages murmurés de femmes réduites en esclavage. Les autorités locales n'ont jamais enquêté. Le nom de la famille a été effacé de la plupart des récits historiques. Ce soir, nous reconstituons ce qui s'est réellement produit lorsque Margaret Fairmont donna naissance à des triplés et prit une décision qui allait détruire toutes les personnes impliquées. Avant de poursuivre l'histoire de la plantation Fairmont et de la nuit qui a tout changé, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Abonnez-vous dès maintenant, car des histoires comme celle-ci, celles qui se cachent dans des archives poussiéreuses et des secrets familiaux interdits, ne sont racontées nulle part ailleurs. Et laissez un commentaire pour me dire de quel état ou de quelle ville vous nous écoutez. Je veux savoir d'où mon public découvre ces chapitres sombres de l'histoire américaine. Revenons maintenant en Virginie, en 1802, dans un monde où les apparences conditionnèrent la survie, et où la peur d'une femme allait sceller le destin de son propre enfant. Le printemps 1802 apporta bien plus que la douceur du climat aux plantations de tabac le long de la rivière James. Le comté de Henry-Yo s'étendait sur les collines ondulantes du centre de la Virginie, un patchwork de domaines où les fortunes montaient et s'effondraient au rythme de chaque récolte de tabac. La plantation Fairmont occupait près de 800 acres de riches terres alluviales exploitées par 43 personnes réduites en esclavage, dont le travail avait bâti la richesse de la famille sur 3 générations. La maison principale se dressait sur une légère élévation, une structure en briques de 2 étages, ornée de colonnes blanches, visible depuis la route fluviale et annonçant la prospérité à tous les passants. Margaret Fairmont était arrivée dans cette maison 6 ans plus tôt, à l'âge de 17 ans, comme jeune épouse, venue du domaine plus modeste de sa famille, à Williamsburg. Elle était la plus jeune fille de la famille Southern-Thurland, une lignée qui se prétendait issue de la noblesse anglaise, un fait que la mère de Margaret rappelait à chaque conversation. Le mariage avec Thomas Fairmont avait été célébré comme une union parfaite, l'ancien argent rencontrant la terre établie, la beauté associée à la respectabilité. Thomas, de 15 ans l'aîné de Margaret, dirigeait sa plantation avec l'attention méthodique d'un homme ayant hérité très jeune de grandes responsabilités et les ayant prises au sérieux. Mais en 1802, cette image soigneusement construite commençait à se fissurer, du moins pour ceux qui vivaient dans la maison. Margaret avait subi 2 fausses couches au cours de ses 3 premières années de mariage. La première avait été pleurée discrètement. La seconde l'avait plongée dans une mélancolie profonde qui dura tout un hiver, durant lequel elle quittait rarement sa chambre. Thomas s'était éloigné, passant davantage de temps à inspecter les champs ou à se rendre à Richmond pour des affaires qui semblaient se multiplier. La pression de produire un héritier pesait sur eux deux, mais c'était Margaret qui la ressentait le plus cruellement. Les lettres de sa mère arrivaient chaque semaine, chacune évoquant des cousins devenus parents, des voisins dont les familles s'agrandissaient, et le devoir naturel d'une épouse de garantir l'héritage de son mari. Lorsque Margaret conçut enfin de nouveau à l'été 1801, toute la maisonnée sembla pousser un soupir de soulagement. Thomas redevint attentif. La mère de Margaret vint rendre visite et déclara la grossesse bénie. Les femmes réduites en esclavage travaillant dans la maison préparèrent la chambre d'enfant avec un soin inhabituel, pressentant peut-être que cet enfant représentait bien plus qu'une naissance ordinaire. Ce que personne n'avait anticipé, c'est que Margaret portait non pas 1, mais 3 enfants. La découverte survint tard dans la grossesse. Le docteur Edmund Yancey, qui soignait les familles les plus aisées du comté, examina Margaret en février et détecta ce qu'il décrivit comme des mouvements inhabituels, suggérant des grossesses multiples. Un second examen en mars confirma ses soupçons. Margaret allait accoucher de jumeaux, voire de triplés. La nouvelle plongea Margaret dans un état oscillant entre l'euphorie et la terreur. Thomas accueillit l'information avec une satisfaction silencieuse, calculant déjà l'avantage de plusieurs héritiers. Mais Margaret savait ce que les autres ignoraient, ce qu'elle n'avait jamais confié à personne, pas même à son mari. Elle avait de bonnes raisons de craindre l'apparence de ses enfants.
Parmi les personnes réduites en esclavage à la plantation Fermont se trouvait une femme nommée Esther, née sur la propriété 28 ans plus tôt. Esther travaillait principalement dans la maison principale, accomplissant les tâches délicates que la mère de Thomas lui avait enseignées avant sa mort. Elle se déplaçait dans les pièces avec l'efficacité presque invisible que l'on attendait d'elle, présente quand nécessaire, oubliée le reste du temps. Esther avait elle-même donné naissance à 2 enfants, mais aucun n'avait survécu au-delà de la petite enfance. Une tragédie si courante parmi les familles asservies qu'elle ne figurait dans les registres de la plantation que sous la forme d'une augmentation, suivie d'une diminution, dans les livres de comptes de Thomas. Margaret développa une dépendance inhabituelle envers Esther durant sa grossesse. Elle insistait pour qu'Esther, et non les plus jeunes domestiques, s'occupent d'elle le matin. Elle voulait qu'Esther soit présente lors des visites du docteur Yancey. Elle inventa des prétextes pour qu'Esther dorme dans la petite chambre de service attenante à la chambre principale, prétendant avoir besoin d'aide pendant la nuit. Thomas trouvait cet arrangement étrange, mais ne dit rien. Les caprices d'une femme enceinte devaient être tolérés, et si la présence d'Esther apportait du réconfort, ainsi soit-il. Ce que Thomas ignorait, et que Margaret priait pour qu'il ne découvre jamais, c'est que son absence de la plantation l'été précédent n'était pas passée aussi inaperçue qu'il le croyait. En juillet 1801, Thomas s'était rendu à Williamsburg pendant 3 semaines pour régler une affaire successorale complexe liée à la famille de sa mère. Le voyage avait été planifié de longue date. Margaret était restée à la plantation, affirmant que la chaleur estivale rendait le voyage impossible dans son état délicat, bien qu'elle ne fût pas encore visiblement enceinte. Durant ces semaines, la maison avait semblé différente, plus silencieuse. Margaret passait plus de temps hors de sa chambre, se promenant sur le domaine tôt le matin, prenant le thé sur la véranda arrière, d'où elle pouvait voir les travailleurs dans les champs lointains. 19 hommes réduits en esclavage travaillaient à la plantation Fermont cet été-là. La plupart étaient affectés aux champs de tabac, certains aux écuries, quelques-uns à des métiers spécialisés comme la charpenterie ou la forge. Parmi eux se trouvait un homme nommé William, acheté 3 ans plus tôt dans une plantation du Maryland, lorsque Thomas avait eu besoin de main-d'œuvre qualifiée supplémentaire. William était charpentier de formation, capable de réaliser les travaux de précision que la plantation exigeait parfois. Il était aussi sensiblement plus clair de peau que la plupart des autres personnes asservies à Fermont, fils d'un contremaître blanc et d'une femme réduite en esclavage. Un fait mentionné dans les documents de vente, mais jamais discuté ouvertement. Ce qui se passa entre Margaret et William, durant l'absence de Thomas, ne fut jamais consigné dans une lettre, ni mentionné dans aucun document. Mais 9 mois plus tard, lorsque le travail de Margaret commença, dans la nuit du 23 avril 1802, elle savait qu'il existait une possibilité, faible peut-être, mais bien réelle, que ses enfants révèlent une vérité capable de ruiner sa vie. Le travail débuta peu après le coucher du soleil. La poche des os de Margaret se rompit alors qu'elle était à table, plongeant la maison dans une agitation contrôlée. Thomas envoya immédiatement chercher le docteur Yancey. Celui-ci habitait à 8 miles de là et pouvait mettre des heures à arriver. Esther fut appelée dans la chambre de Margaret, accompagnée d'une autre femme réduite en esclavage nommée Ruth, expérimentée dans les accouchements difficiles. Thomas faisait les 100 pas dans le couloir du rez-de-chaussée, buvant du brandy et attendant des nouvelles, comme le voulait la coutume pour les hommes de son rang. Dans la chambre, la peur de Margaret se manifesta presque sous forme d'hystérie. Elle serrait la main d'Esther avec une force douloureuse, les yeux écarquillés et désespérés. Entre 2 contractions, elle murmurait des paroles incompréhensibles pour Ruth, mais qui durcirent l'expression d'Esther jusqu'à devenir illisible. « Tu dois m'aider » haleta Margaret, le visage ruisselant de sueur. « Quoi qu'il arrive, tu dois m'aider. Promets-moi. Promets. » Esther hocha lentement la tête, comprenant quelque chose que Ruth ne percevait pas. Le premier enfant naquit juste avant minuit. Un garçon, en bonne santé, criant avec une vigueur impressionnante. Ruth l'enveloppa dans du linge propre et le plaça dans le berceau préparé. Thomas fut appelé à l'étage pour voir son fils. Son visage s'illumina d'un sourire sincère pour la première fois depuis des mois. Il ne resta que brièvement avant de redescendre, laissant les femmes travailler. Le second enfant arriva 1 heure plus tard. Un autre garçon, légèrement plus petit que le premier, mais tout aussi vigoureux. Thomas fut de nouveau appelé. Sa satisfaction mêlée désormais à l'étonnement devant cette soudaine abondance d'héritiers. « Est-ce tout ?» demanda-t-il au docteur Yancey, arrivé juste au moment de la naissance du 2e enfant. « Il pourrait y en avoir un 3e. »
répondit le docteur en examinant Margaret. Le travail continue. Le troisième enfant entra dans le monde à 2h17 du matin. Ruth le reçut dans ses mains expertes, et pendant un instant, un silence s'abattit dans la pièce, sans rapport avec la fin de l'accouchement. Le nourrisson était visiblement plus foncé que ses frères, sans l'être de façon extrême. Sa peau avait la teinte de quelqu'un qui aurait passé un été au soleil, peut-être, ou qui porterait du sang méditerranéen. Mais la différence était indéniable. Là où ses frères étaient roses et pâles, cet enfant avait une couleur brun doré, qui s'assombrirait encore en grandissant. Ses traits aussi semblaient subtilement différents, bien qu'il fût indiscutablement apparenté à ses frères. Margaret le vit et émit un son à mi-chemin entre le sanglot et le gémissement. Sa pire crainte venait de prendre chair et sang. Le docteur Yancey fronça les sourcils et se pencha pour examiner l'enfant. Ruth regardait tour à tour les trois nourrissons, la confusion lisible sur son visage, mais Esther se mit soudain en mouvement, prenant l'enfant des mains de Ruth. « Mademoiselle Margaret a besoin de repos », dit Esther d'un ton ferme. « Elle a perdu trop de sang. Docteur Yancey, vous devriez préparer un fortifiant. Ruth, allez chercher des draps propres dans le coffre en bas. » Son ton contenait suffisamment d'autorité pour que Ruth et le médecin obéissent instinctivement. Dans le bref instant où ils se détournèrent, Esther croisa le regard de Margaret. Quelque chose passa entre elles. Une compréhension, une transaction, une conspiration. « Le troisième enfant est faible », déclara Esther clairement, assez fort pour que le docteur Yancey l'entende pendant qu'il préparait son tonique. « Il respire mal. Il pourrait ne pas survivre à la nuit. » Le docteur Yancey se retourna et observa l'enfant dans les bras d'Esther. Le nourrisson criait en réalité avec vigueur, mais Esther le tenait d'une manière qui étouffait le son contre son corps. À la lueur vacillante des bougies, alors que tout le monde était épuisé et distrait, il était possible de croire ce qu'elle disait. « C'est fréquent avec les triplés », marmonna le docteur Yancey. « Le troisième ne se développe souvent pas. » Thomas ne fut pas appelé à l'étage pour voir son troisième fils. À la place, le docteur Yancey descendit lui annoncer que, bien que deux garçons en parfaite santé soient nés, un troisième était arrivé faible et ne survivrait probablement pas jusqu'au matin. Thomas accueillit cette nouvelle avec un mélange de déception et d'acceptation philosophique. Deux héritiers étaient plus que ce que la plupart des hommes pouvaient espérer. Si Dieu choisissait de reprendre le troisième, eh bien, peut-être était-ce pour le mieux. Les triplés étaient de toute façon difficiles à expliquer, presque contre nature. Deux fils offraient un héritage plus simple. Vers 3 heures du matin, la maison s'apaisa. Le docteur Yancey laissa des instructions pour les soins de Margaret et repartit. Thomas, épuisé et grisé par la célébration et le brandy, s'endormit dans son cabinet. Ruth retourna au quartier des domestiques. Seule Esther resta dans la chambre de Margaret, le troisième nourrisson dans ses bras. « Qu'allez-vous faire » murmura Margaret, la voix tremblante. « Ce que vous me demandez de faire » répondit Esther. « Cachez-le. Il ne peut pas rester ici. Thomas ne doit pas le voir. Personne ne doit savoir. Je comprends. Je m'en occuperai. » Les yeux de Margaret étaient fiévreux, désespérés. « Vous vous assurerez que... Vous promettez ?» Esther baissa les yeux vers l'enfant dans ses bras. Il s'était endormi, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant avec le rythme parfait d'une vie en bonne santé. Elle avait tenu ses propres enfants ainsi, durant le bref temps qu'ils avaient vécu. Elle connaissait le poids d'un nourrisson, la vulnérabilité d'une vie nouvelle. « Oui, » dit Esther doucement, « je le promets. » Ce qu'Esther fit dans les heures qui suivirent entrait le comté de Henrico pendant des générations. La plantation s'étendait dans l'obscurité, un paysage d'ombres et de formes qu'Esther connaissait par cœur. Elle avait parcouru ces chemins toute sa vie, connaissait chaque bâtiment, chaque arbre, chaque endroit où l'on pouvait être vu, ou ne pas l'être. Elle avançait dans la nuit, l'enfant serré contre son corps, dissimulé sous son châle. Sa première destination fut la petite cabane qu'elle partageait avec 3 autres femmes non mariées de la plantation. Mais en s'en approchant, elle aperçut une lampe encore allumée à l'intérieur. Quelqu'un était éveillé, en train d'attendre. Esther changea de direction. La plantation comptait des dizaines de bâtiments annexes, granges à tabac, remises, ateliers, fumoirs. La plupart étaient fermés la nuit, mais Esther savait lesquels ne l'étaient pas. Elle se retrouva devant l'ancienne laiterie, une petite construction en pierre remplacée l'année précédente par un bâtiment plus grand et plus récent. L'ancienne laiterie servait encore parfois de lieu de stockage, mais restait la plupart du temps vide.
Esther s'y glissa. L'endroit sentait la pierre humide et le vieux lait, une odeur pas désagréable. Elle entendait des souris dans les murs, le goutte à goutte provenant d'une planche de toit mal fixée. Le nourrisson remua contre sa poitrine sans se réveiller. Elle resta là dans l'obscurité, tenant un enfant qui n'était pas le sien, mais qui était devenu, d'une certaine manière, sa responsabilité. Les paroles murmurées de Margaret résonnaient dans son esprit. « Cache-le. Assure-toi que personne ne sache. Tu as promis. » Mais qu'imaginait Margaret? Pensait-elle qu'Esther pouvait simplement faire disparaître un nouveau-né? S'attendait-elle à ce qu'Esther fasse ce qu'on ne pouvait pas dire à voix haute? La possibilité flottait dans l'air, lourde comme l'odeur de pierre et d'ombre. Esther savait ce que certaines femmes faisaient face à des choix impossibles. Elle l'avait déjà vu, entendu dans les murmures des quartiers. Des nourrissons qui ne s'épanouissaient pas, des enfants qui tombaient malades, des naissances soudaines qui tournaient mal de manière commode. La plantation enterrait régulièrement de petits corps, les décès notés dans les registres et oubliés au matin. Un de plus passerait presque inaperçu. Elle pourrait le faire, l'étouffer avec un linge, une mort rapide et silencieuse, le laisser ici, dans l'ancienne laiterie. Dire qu'il était mort dans la nuit, comme le docteur Yancey l'avait prédit. Margaret serait soulagée. Thomas ne saurait jamais. Le secret mourrait avec l'enfant, enterré dans le cimetière familial, avec tous les autres nourrissons sans nom. Esther baissa les yeux vers le visage endormi. Dans l'obscurité, elle ne distinguait pas la couleur de sa peau. C'était juste un bébé, juste un enfant né dans des circonstances hors de son contrôle. Elle pensa à ses propres enfants, tous deux morts avant leur première année. Elle pensa au choix dont disposait Margaret, le pouvoir de décider lequel de ses enfants méritait de vivre et lequel méritait l'effacement. Elle pensa au fait que cette décision n'avait rien à voir avec la santé, la force ou l'avenir de l'enfant, mais uniquement avec la teinte de sa peau, preuve d'une trahison que Margaret avait elle-même provoquée et voulait désormais effacer. Esther prit une décision qui relevait à la fois de la miséricorde et de la vengeance. Elle quitta l'ancienne laiterie et s'enfonça plus profondément dans le territoire de la plantation, dépassant les bâtiments de travail pour atteindre la zone où vivaient les familles réduites en esclavage. Les cabanes y étaient disposées en rangées grossières, chacune abritant plusieurs familles, dans des espaces exigus. Esther s'approcha d'une cabane située tout au bout, plus petite que les autres, où vivait une femme seule. Dinina avait 53 ans, un âge avancé selon les standards de la plantation. Elle avait travaillé dans les champs de tabac jusqu'à ce que ses mains soient trop nouées par l'arthrite. Désormais, elle vivait dans un étrange entre-deux, trop vieille pour travailler, trop en forme pour être jugée totalement inutile. Elle rapiéçait des vêtements, préparait des remèdes à base de plantes pour les malades, veillait sur les enfants pendant que leurs parents travaillaient. Elle avait survécu à 2 maris et à 4 enfants, sa longévité demeurant un mystère même pour elle-même. Esther frappa doucement. Dinina ouvrit presque immédiatement, comme si elle attendait quelqu'un. « Tu as quelque chose à cacher » dit Dinina. Ce n'était pas une question. Son regard se posa sur le paquet dans les bras d'Esther, le 3e enfant de mademoiselle Margaret, né différent des autres. L'expression de Dinina ne changea pas. Elle avait trop vu en 50 ans pour être surprise. Différent comment? Plus foncé. On voit le sang de son père. Dinina ouvrit la porte un peu plus. Et mademoiselle Margaret n'en veut pas. Elle dit qu'il est faible, qu'il ne survivra pas. Mais il survivra, n'est-ce pas? Dinina regarda Esther avec des yeux qui semblaient percer toutes les illusions. Si quelqu'un s'occupe de lui correctement, c'est pour ça que je suis ici. Dinina resta silencieuse un long moment, pesant ce qu'Esther lui demandait. Dis-le clairement, Esther. L'élever, le cacher. Dire aux gens que c'est ton petit-fils si on te pose la question. Tu es trop vieille. Plus personne ne se mêle de tes affaires. Et quand le maître Thomas verra un nouvel enfant dans les quartiers, le maître Thomas ne descend jamais ici. Aucun d'eux ne le fait, sauf s'il y a des problèmes. Tant que le travail est fait, il se fiche de qui vit dans quelle cabane. C'était en grande partie vrai. Les quartiers des personnes asservies fonctionnaient avec une certaine autonomie née de l'ignorance volontaire de Thomas. Il préférait traiter avec quelques contremaîtres de confiance plutôt que de s'impliquer dans la vie quotidienne des gens qu'il possédait. Les enfants apparaissaient et disparaissaient si fréquemment, par naissance, mort, vente ou fuite, qu'il jugeait inutile de suivre des vies individuelles. « Tu sais ce que tu me demandes » dit Dinina à voix basse. « Élever en secret l'enfant d'un homme blanc? C'est dangereux. Je sais. Pourquoi ne pas faire simplement ce qu'elle veut, le faire disparaître pour de bon?
La mâchoire d'Esther se crispa. « Parce que je ne tuerai pas un enfant pour le péché de sa mère. » Dinina regarda de nouveau le nourrisson, son visage marqué demeurant impassible. Finalement, elle tendit les bras et prit le paquet des mains d'Esther. L'enfant remua, émit un petit son, puis se blottit contre la poitrine de Dinina, comme s'il y avait toujours appartenu. « Comment s'appelle-t-il » demanda Dinina. Esther réalisa alors que Margaret ne lui avait jamais donné de nom. Il était né et avait été immédiatement destiné à l'effacement, jugé indigne même de cette reconnaissance minimale. « Samuel » dit Esther, choisissant le premier prénom qui lui vint à l'esprit. « Appelez-le Samuel. »« Samuel » répéta Dinina, en testant le poids. « Très bien alors, Samuel, ce sera. »« Je t'aiderai, » dit Esther. « J'apporterai de la nourriture quand je pourrai, des vêtements, tout ce dont il aura besoin. »« Tout ça finira mal, » répondit Dinina. Mais il y avait dans sa voix quelque chose qui ressemblait presque à de la satisfaction, comme si l'idée d'un secret aussi dangereux, aussi subversif, lui plaisait. « Tu le sais, n'est-ce pas? Les secrets comme celui-ci finissent toujours mal. »« Peut-être, » dit Esther, « mais pas cette nuit. » Esther retourna à la maison principale alors que l'aube commençait à poindre. Elle trouva Margaret éveillée, le regard creusé par l'épuisement et la peur. « C'est fait, » dit simplement Esther. « Il... » Margaret n'arriva pas à terminer sa phrase. « On ne le trouvera pas. Personne ne saura. » Margaret ferma les yeux, le soulagement se répandant sur son visage. « Merci. Tu m'as sauvé. » Esther ne répondit rien. Elle n'avait pas sauvé Margaret. Elle avait simplement déplacé le problème, transformé le secret de Margaret en un mécanisme à retardement qui finirait par exploser. Mais elle avait aussi sauvé la vie d'un enfant. Et dans le calcul moral de l'existence sur une plantation, cela comptait peut-être davantage. En bas, Thomas se réveilla en apprenant que son troisième fils était mort pendant la nuit, comme le docteur Yancey l'avait prédit. Le corps de l'enfant serait enterré dans le cimetière familial, dans une petite tombe sans pierre. Ce n'était pas inhabituel pour des nourrissons morts dans leurs premiers jours. Ces décès étaient suffisamment fréquents pour que des commémorations élaborées paraissent superflues, sauf qu'il n'y avait aucun corps à enterrer. Thomas, partagé entre chagrin et soulagement, ne remit pas cela en question. Le docteur Yancey, lorsqu'il revint examiner Margaret, accepta l'explication d'Esther selon laquelle l'enfant avait déjà été emporté, par compassion, afin d'épargner à la mère une détresse supplémentaire. Un petit cercueil fut préparé et enterré avec la solennité appropriée, en présence des domestiques de la maison, et béni par le ministre itinérant qui desservait la communauté de la plantation. Seuls Esther et Dinina savèrent que le cercueil ne contenait rien d'autre que des pierres lestées. Alors que l'on aurait pu croire ce secret définitivement enfoui, la vie à la plantation Fermont continua avec une normalité presque sinistre. Margaret se remit de l'accouchement avec ses deux fils reconnus, prénommés Thomas Junior et Henry, qui grandissaient en bonne santé et vigoureux. Mais dans une cabane située à la lisière des quartiers, un troisième enfant apprenait à exister dans les interstices de la visibilité et de la reconnaissance. Si cette histoire vous donne des frissons, partagez cette vidéo avec un ami amateur de mystères sombres. Cliquez sur « J'aime » pour soutenir notre contenu. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer des histoires comme celle-ci. Découvrons ensemble ce qui se passe ensuite. La première année de Samuel se déroula dans un état d'invisibilité précaire. Dinina l'éleva avec une tendresse surprenante, elle qui avait survécu à tant de ses propres enfants. Elle le gardait à l'intérieur de sa cabane pendant la journée, ne le sortant qu'à l'aube ou au crépuscule, lorsque la plupart des gens se trouvaient ailleurs. Lorsque des questions surgissaient à propos de la présence soudaine du nourrisson, Dinina racontait une histoire simple. Sa fille, vendue 5 ans plus tôt à une plantation de Caroline du Nord, était morte en couche, et le maître de là-bas avait renvoyé l'enfant auprès de Dinina par un acte de miséricorde inattendu. L'histoire était suffisamment plausible. De tels arrangements existaient parfois entre plantations, lorsque les circonstances l'exigeaient. Thomas ne posa jamais de questions, parce que Thomas ne s'en préoccupait jamais. Tant que la présence de Dinina ne perturbait pas l'organisation du travail, sa situation personnelle lui était indifférente. Esther rendait visite régulièrement à la cabane de Dinina, apportant de la nourriture, du tissu pour des vêtements, de petites nécessités. Elle regardait Samuel grandir, le voyait commencer à sourire, à tendre la main vers des objets, à babiller ces sons dénués de sens qui finissent par devenir des mots. Elle voyait aussi sa peau s'assombrir légèrement avec l'âge, confirmant ce qui était évident dès la naissance.
Cet enfant portait des signes visibles d'ascendance mixte qui ne feraient que s'accentuer avec le temps. Dans la maison principale, Thomas Junior et Henry prospéraient sous l'attention dévouée de Margaret et la satisfaction de leur père. Thomas engagea une nourrice pour les garçons, puis une gouvernante à mesure qu'ils grandissaient. Il commanda un portrait des jumeaux pour leur premier anniversaire. Les deux garçons assis dans des robes blanches identiques, leurs visages pâles et leurs cheveux clairs immortalisés à l'huile par un artiste itinérant venu de Richmond. Le portrait était accroché dans le grand salon, déclaration de lignée et de légitimité. Margaret regardait ce portrait chaque jour, et chaque jour, elle pensait au troisième visage qui aurait dû s'y trouver, mais qui en était absent. Sa relation avec Esther avait changé. Là où il y avait autrefois la dépendance distraite d'une maîtresse envers une servante privilégiée, il existait désormais quelque chose de plus complexe, une conspiration partagée, une vulnérabilité mutuelle. Margaret n'arrivait plus vraiment à soutenir le regard d'Esther. Et Esther, de son côté, servait avec une efficacité presque glaciale, comme si maintenir une distance émotionnelle était la seule façon de continuer à jouer le rôle qu'on attendait d'elle. Thomas ne remarqua rien. Il était absorbé par les exigences incessantes de la gestion de la plantation, les négociations avec les marchands et un bref passage à la chambre des bourgeois de Virginie qui l'emmena à Richmond pendant plusieurs semaines. Ses fils étaient en bonne santé, sa femme avait récupéré, sa récolte de tabac s'annonçait prometteuse. La vie, selon lui, suivait exactement le cours qu'elle devait suivre. Mais dans les quartiers, au sein de la communauté réduite en esclavage, la connaissance de la véritable parenté de Samuel se propageait comme ce genre de savoir se propage toujours, par des conversations murmurées, des observations attentives, une compréhension qui existait en dehors de la conscience du maître, mais était partagée par tous les autres. On remarquait qu'Esther protégeait Samuel avec une férocité inhabituelle pour un enfant qui n'était pas le sien. On remarquait que Dinina recevait des rations de nourriture meilleures que ce que son statut aurait normalement justifié. On remarquait que les fils du maître Thomas et le prétendu petit-fils de Dinina partageaient certains traits indéniables. La forme de leurs oreilles, la manière dont leurs cheveux poussaient, une courbe particulière de la mâchoire qui devenait plus visible en grandissant. La plupart des travailleurs réduits en esclavage à Fermont gardèrent ces observations pour eux, comprenant qu'une révélation ne profiterait à personne et entraînerait probablement des conséquences terribles pour tous. Mais quelques-uns y virent une opportunité. Parmi eux se trouvait un homme nommé Jacob, l'un des contremaîtres des champs de Thomas. Jacob occupait une position complexe dans la hiérarchie de la plantation, lui-même réduit en esclavage, mais investi d'une autorité sur d'autres, une situation exigeant une navigation constante entre loyauté et survie. Jacob avait de l'ambition. Il voulait être remarqué, se rendre indispensable, peut-être même acheter un jour sa liberté s'il parvenait à accumuler suffisamment de faveurs. Jacob commença à observer. Il nota les visites d'Esther à la cabane de Dinina. Il remarqua à quel point certaines femmes protégèrent l'enfant, se plaçant pour bloquer la vue lorsque Thomas ou ses contremaîtres blancs approchaient de cette partie des quartiers. Il observa les traits de l'enfant, fit le calcul des dates et des naissances, et attendit le moment opportun pour utiliser cette information. Ce moment arriva au printemps 1804, lorsque Samuel eut 2 ans, et que la ressemblance entre lui et les jumeaux Fermont devint impossible à ignorer. Un matin, Jacob aborda Thomas, alors que celui-ci inspectait une parcelle de tabac récemment plantée. « Maître Fermont, monsieur, puis-je vous dire un mot? Il y a quelque chose que vous devriez savoir, concernant la famille. » Thomas leva les yeux de ses semis, légèrement agacé par l'interruption. « Qu'y a-t-il, Jacob? Fais vite. C'est une affaire délicate, monsieur. Cela concerne mademoiselle Margaret et les enfants. » Cela attira l'attention de Thomas. Il se redressa, le visage se durcissant. « Explique-toi. » Jacob hésita, jouant la réticence. « Il y a un enfant dans les quartiers, monsieur. Le garçon de la vieille Dinina. Elle dit que c'est son petit-fils venu de Caroline du Nord. Mais, monsieur, ce n'est pas la vérité. Que suggères-tu? Je suggère, monsieur, que vous regardiez l'enfant vous-même, que vous le compariez à vos propres fils, que vous voyiez ce que vous voyez. » Le visage de Thomas se figea. « Tu fais une implication grave, Jacob. »« Oui, monsieur, je le sais, mais j'ai pensé que vous deviez le savoir, avant que d'autres ne commencent à parler. » Thomas n'était pas un homme stupide. Il savait additionner dates et circonstances comme n'importe qui. Il pensa à la grossesse de Margaret, au 3e enfant censé être mort, au temps inhabituel que sa femme avait passé avec Esther. Il pensa à William,
le charpentier à la peau claire, vendu soudainement 1 an plus tôt et envoyé dans une plantation de Géorgie. À l'époque, Thomas avait justifié la vente par de bonnes raisons commerciales. Les compétences de William s'étaient vendues à un prix élevé. Mais maintenant, il se demandait s'il n'y avait pas eu une autre raison, une intuition qu'il n'avait pas pleinement reconnue. « Conduis-moi à cet enfant », dit Thomas d'une voix dangereusement calme. Jacob mena Thomas jusqu'à la cabane de Dinina. C'était le milieu de la matinée, un moment où la plupart des gens travaillaient, mais Dinina était assez âgée pour être dispensée du travail au champ. Elle était assise devant sa cabane, et sur le sol à côté d'elle, jouant avec un jouet en bois sculpté, se trouvait Samuel. Thomas s'arrêta à quelques mètres de distance et fixa l'enfant. L'enfant leva les yeux et croisa son regard avec des yeux qui étaient indiscutablement les siens. La forme du visage, la carrure des épaules, jusqu'à la manière dont l'enfant inclinait la tête, tout lui était familier. Thomas se vit dans cet enfant, y vit ses propres fils, y vit son père. La ressemblance n'était pas subtile. « D'où vient cet enfant ?» demanda Thomas, la voix légèrement tremblante. Dinina se leva lentement, ses articulations rongées par l'arthrite protestant à chaque mouvement. « Mon petit-fils, monsieur, le fils de ma fille, venu de Caroline du Nord. Votre fille, elle est morte il y a 8 ans, Dinina. Je le sais parce que je l'ai vendue à la plantation 4 en 1796 et qu'ils ont signalé sa mort de la fièvre en 1797. Alors je vous repose la question. D'où vient cet enfant ?» Dinina ne répondit pas, son visage soigneusement impassible. Thomas regarda de nouveau Samuel, cet enfant qui portait son visage. Il pensa à la nuit où Margaret avait accouché, à ce 3e fils censé être trop faible pour survivre. Il pensa aux soins attentifs d'Esther envers sa femme, à une possibilité si effroyable qu'il ne s'était jamais autorisé à la considérer. « Quel âge a cet enfant ?» exigea Thomas. « 2 ans, monsieur, à peu près. Né au printemps 1802. Oui, monsieur. » Thomas sentit quelque chose se fissurer en lui, une certitude fondamentale qui avait soutenu toute sa compréhension de sa propre vie. Il se tourna et repartit vers la maison principale, son pas s'accélérant jusqu'à frôler la course. Margaret se trouvait dans le salon du matin, occupée à broder tandis que les jumeaux jouaient près d'elle avec leurs soldats en bois. Elle leva les yeux lorsque Thomas entra brusquement, le visage rougi par la colère. « Faites sortir les enfants », dit Thomas d'une voix terriblement maîtrisée. « Maintenant ». La gouvernante, pressentant le désastre, rassembla rapidement les garçons et s'enfuit. Margaret se leva, sa broderie tombant au sol, oubliée. « Thomas, que... Parle-moi du 3e enfant », l'interrompit Thomas, celui qui est mort. Le visage de Margaret devint livide. « Que veux-tu dire ?» Il était faible. Il n'a pas survécu. « Ne me mens pas !» Le cri de Thomas la fit sursauter. « Je l'ai vu dans les quartiers. Un garçon de 2 ans qui a mon visage. » Les jambes de Margaret fléchirent. Elle s'effondra de nouveau sur sa chaise, les mains tremblantes. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. Esther a dit... Elle avait promis. Il était parti. Parti où, Margaret? Parti comment? Thomas saisit les épaules de sa femme, la forçant à le regarder. « Qu'as-tu fait? Quel secret caches-tu » Toute l'histoire sortit en fragments brisés. La solitude de Margaret pendant l'été où Thomas était à Williamsburg. Le charpentier, William, qui avait été gentil avec elle, qui l'avait écoutée, qui l'avait fait se sentir moins seule. La relation née dans l'espace dangereux de l'absence de son mari. La grossesse qui pouvait être celle de Thomas, ou peut-être celle de William. La naissance de 3 fils, dont l'un était trop foncé pour être reconnu. « J'avais peur », sanglota Margaret. « Je ne savais pas quoi faire. J'ai pensé que si quelqu'un le voyait, il saurait, et tout serait détruit. Tu me rejetterais, ma famille me renierait. Je perdrais mes fils. »« Alors tu l'as donné, » dit Thomas d'une voix glaciale. « Tu as donné mon fils, Margaret. Quoi qu'il soit par ailleurs, il est à moi. À moi. » C'était cela que Margaret n'avait pas compris dans sa panique. Elle avait vu l'enfant comme la preuve de sa trahison, quelque chose à cacher ou à effacer. Mais Thomas le voyait comme une propriété, comme une lignée, comme sien, quelles que soient les circonstances de sa conception. Dans la logique pervertie de la société des plantations, l'enfant appartenait à Thomas, parce que tout sur la plantation appartenait à Thomas. La terre, le tabac, les personnes, les enfants. L'infidélité de Margaret était certes une trahison, mais elle ne modifiait pas la structure fondamentale de possession qui régissait le monde de Thomas. « Où est Esther ?» demanda Thomas. Esther fut appelée au salon du matin.
Elle entra lentement, sachant ce qui l'attendait. Thomas se tenait près de la cheminée, le poing serré autour du manteau, au point d'en avoir les jointures blanches. Margaret était affaissée sur sa chaise, ne pleurant plus, le visage vidé par le choc. « Tu as pris l'enfant, » dit Thomas. « Tu étais censé t'en débarrasser, mais tu l'as confié à Dinina. Pourquoi ?» Esther soutint son regard sans faiblir. « Mademoiselle Margaret m'a demandé de le cacher. Alors je l'ai caché. Elle t'a demandé de le tuer. Elle m'a demandé de le cacher, » répéta Esther. « J'ai fait ce qui m'a été demandé. Ne joue pas sur les mots avec moi. Tu savais ce qu'elle voulait dire. »« Vraiment, monsieur ? Je ne suis qu'une esclave. Je ne suis pas sûr de comprendre toutes les subtilités de ce que les Blancs veulent dire quand ils me demandent de faire disparaître leurs problèmes. » L'insolence dans son ton était subtile, mais indéniable. Thomas sentit la rage l'envahir, une colère capable de mener à la violence. Mais sous cette rage se trouvait autre chose, la conscience qu'Esther détenait un pouvoir dans cette situation, un savoir capable de détruire la réputation de sa famille s'il venait à se répandre. « Tu m'as placé dans une situation impossible, » dit finalement Thomas. « Cet enfant ne peut pas rester ici. Sa présence est un rappel constant de la trahison de ma femme, et sa ressemblance avec mes fils légitimes provoquera des spéculations sans fin. Alors vendez-le, » dit Esther d'une voix plate. « Vendez-le comme vous vendez tous ceux qui deviennent encombrants. » Margaret poussa un cri de protestation, mais Thomas l'ignora. « Il a 2 ans, » dit-il. « Trop jeune pour être vendu à un prix significatif. Et tout acheteur poserait des questions sur sa parenté. Des questions que je ne peux pas me permettre. »« Alors, que ferez-vous » demanda Esther. Thomas la fixa longuement. « Cela dépend de ta capacité à garder le silence. Ce secret reste entre nous 4, moi, Margaret, toi et Dinina. L'enfant continuera de vivre dans les quartiers comme le petit-fils de Dinina. Personne ne parlera jamais de sa véritable filiation. Si cette information sort de cette pièce, s'il y a le moindre murmure au-delà de cette plantation, je te tiendrai personnellement responsable. Est-ce clair ? » ?»« Oui, monsieur. Je pourrais te faire fouetter pour cela, » dit Thomas à voix basse. « Pour dissimulation d'informations, pour désobéissance, pour ton insolence d'aujourd'hui. Donne-moi une seule raison pour laquelle je ne le ferai pas. »« Parce que vous devriez expliquer pourquoi, » répondit Esther. « Et c'est une conversation que vous ne voulez pas avoir. » Ils se fixèrent longuement, maître et esclave, pris dans une toile de compromis mutuel qui inversait les rapports de force habituels. « Sors, » dit finalement Thomas, « et envoie-moi Dinina. Nous devons établir des règles. » Dinina se rendit à la maison principale, avançant lentement, le visage résigné. Elle avait toujours su que ce jour finirait par arriver. Les secrets d'une telle ampleur ne restaient jamais enfouis éternellement. Thomas la reçut dans son bureau, une pièce tapissée de registres et de livres de droit, le cœur administratif de la plantation. « L'enfant reste avec toi, » dit-il sans préambule. « Mais il y aura des conditions. Il ne s'approche pas de la maison principale. Il ne joue pas avec mes fils. Il n'assiste à aucune leçon, ne mange à aucune table où il pourrait être vu par des visiteurs. Pour toute personne extérieure à cette plantation, il est ton petit-fils venu de Caroline du Nord. Rien de plus. Est-ce clair ? Oui, monsieur. Tu recevras des rations supplémentaires pour t'en occuper. Mais comprends bien ceci, Dinina. S'il devient un problème, si sa présence cause la moindre difficulté, je le vendrai si loin que tu n'entendras plus jamais son nom. Je lui permets de rester pour des raisons complexes, mais ma patience a des limites. Je comprends, monsieur. Vraiment ? Thomas se pencha en avant. Comprends-tu que cet enfant représente la plus grande honte de ma vie ? Que chaque fois que je vois la trahison de ma femme, qu'il est le rappel vivant de mon incapacité à contrôler mon propre foyer ? Dinina le regarda avec ses yeux anciens, emplis de lucidité. « Je comprends que vous voyez la honte, monsieur, mais cet enfant n'a pas choisi ses circonstances. C'est juste un garçon. C'est un problème, » corrigea Thomas. « Un problème que je choisis de ne pas éliminer, contre mon meilleur jugement. Ne me fais pas regretter ce choix. » Dinina hocha la tête et repartit vers sa cabane, où Samuel l'attendait, ignorant que sa vie venait d'être débattue et épargnée sous condition. Les semaines suivantes furent tendues. Margaret se remit au lit, non par mélancolie cette fois, mais sous le poids d'une honte désespérée qui se manifesta comme une maladie physique. Elle consulta le docteur Yancey, qui prescrivit des toniques et du repos. Elle écrivit des lettres à sa mère qu'elle n'envoya jamais, tentant d'expliquer ce qui s'était passé et pourquoi. Thomas se jeta dans le travail, passant le plus de temps possible loin de la maison. Il se rendait fréquemment à Richmond, assistait à toute réception sociale,
offrant un prétexte à l'absence. Il regardait ses fils légitimes et essayait de ressentir la fierté d'autrefois. Mais désormais, leur visage lui rappelait un autre visage, un visage qui n'aurait pas dû exister et qui pourtant existait. Et dans les quartiers, Samuel continuait de grandir, inconscient du chaos provoqué par sa seule existence, protégé par une vieille femme qui avait décidé que ce combat-là serait le seul auquel elle ne renoncerait jamais. L'arrangement imposé par Thomas aurait pu tenir si la vie des plantations avait existé en vase clos, mais aucune plantation n'était réellement isolée, et les secrets avaient tendance à se propager comme le mildiou du tabac, invisible jusqu'à ce que les dégâts soient déjà faits. Le problème commença avec les visiteurs. La plantation Fermont, comme la plupart des domaines de cette importance, recevait régulièrement des invités, partenaires commerciaux, membres de la famille, voisins issus d'autres plantations. Ces visites étaient essentielles au maintien du statut social et des relations d'affaires. Et ces visiteurs, en particulier les femmes, voulaient voir les enfants. Thomas Junior et Henry, désormais âgés de 4 ans, étaient présentés avec la fierté décontractée qui venait naturellement aux pères satisfaits. On les habillait de versions miniatures des vêtements de gentilshommes. On leur apprenait à s'incliner et à saluer les visiteurs avec la bienséance requise. Margaret, lorsqu'elle se sentait assez bien pour recevoir, mettait en avant leurs accomplissements. La façon dont Henry pouvait réciter des passages de la Bible, ou comment Thomas Junior savait reconnaître les lettres et écrire son nom. Et inévitablement, au cours de ces visites, quelqu'un se promenait sur le domaine. On voyait les quartiers, on observait les travailleurs, et parfois, on voyait Samuel. Le premier incident survint à l'automne 1805, lorsque Charlotte, la sœur aînée de Margaret, rendit visite depuis Williamsburg avec son mari. Charlotte avait 3 filles, et s'était toujours sentie légèrement supérieure à Margaret, dont les difficultés à donner des héritiers avaient longtemps alimenté les commérages familiaux. À présent, face aux jumeaux en parfaite santé, le sentiment de supériorité de Charlotte se trouvait menacé, et elle chercha tout ce qui pourrait lui permettre de reprendre l'avantage. Le 2e jour de sa visite, Charlotte entreprit une promenade matinale dans le domaine. C'était une pratique courante chez les femmes blanches fortunées. Inspecter les quartiers sous couvert de se soucier du bien-être des travailleurs, alors qu'il s'agissait surtout d'une autre manière d'affirmer sa domination. Charlotte parcourut les rangées de cabanes, les examinant d'un œil critique, jusqu'à arriver devant celle de Dinina, tout au bout. Samuel se trouvait dehors. Il avait maintenant 3 ans et demi, et jouait avec un petit cheval en bois sculpté que Dinina lui avait fabriqué. Il leva les yeux lorsque Charlotte s'approcha, le visage curieux et sans crainte. Charlotte s'arrêta net, fixant l'enfant. Elle vit le visage de Thomas en miniature, reconnut les traits de la famille Southern-Thurland, qu'elle partageait avec Margaret. L'enfant était plus foncé qu'il n'aurait dû l'être, certes, mais la ressemblance était indéniable. « À qui est cet enfant ?» exigea Charlotte. Dinina sortit de la cabane et se plaça instinctivement entre Charlotte et Samuel. « Mon petit-fils, madame, venu de Caroline du Nord. »« Votre petit-fils » répéta Charlotte avec scepticisme. « Comme c'est commode. Dites-moi, quand exactement ce petit-fils est-il arrivé ?»« Il y a 3 ans, madame. » L'esprit de Charlotte travaillait déjà, calculant date et possibilités. 3 ans plus tôt, c'était 1802, la même année où Margaret avait accouché. Elle se souvenait des lettres annonçant la naissance des jumeaux. Mais quelque chose dans leur ton avait été étrange, sans qu'elle puisse alors mettre le doigt dessus. « Conduisez-moi auprès de ma sœur », dit Charlotte brusquement. Tout de suite. La confrontation dans le salon de Margaret fut brutale. Charlotte congédia les domestiques et ferma la porte, puis se retourna vers Margaret avec une expression mêlant triomphe et dégoût. « Il y a un enfant dans les quartiers qui ressemble exactement à Thomas, » dit-elle, « né la même année que tes jumeaux. Tu veux m'expliquer ça ?» Le visage de Margaret se vida de toute expression, celui de quelqu'un qui avait attendu la catastrophe si longtemps que son arrivée apportait presque un soulagement. « Je ne vois pas de quoi tu parles. Ne me mens pas, Margaret. Je suis ta sœur. Je vois très bien ce que tu as fait. »« Ce que j'ai fait ?» La voix de Margaret se fit défensive. « Et ce que Thomas a fait. Alors, tous ces hommes qui violent les femmes qu'ils possèdent et engendrent des enfants partout dans leur plantation, et personne ne dit rien. Mais moi, tu es une femme blanche, » siffla Charlotte. « Ce n'est pas la même chose. Tu le sais très bien. Pourquoi ? Parce que nous sommes censés prétendre que nos maris sont fidèles pendant qu'ils violent les femmes qu'ils possèdent. Parce que nous devons sourire
et ignorer les enfants qui ressemblent à nos maris et courent dans les quartiers. Cet enfant ne ressemble pas seulement à Thomas, dit Charlotte d'une voix basse. Il ressemble à tes fils. Il est trop clair pour être simplement l'enfant d'une esclave. Margaret, qu'as-tu fait? Toute la vérité ne sortit pas. Pas à ce moment-là. Margaret s'accrocha à un reste de dignité, refusant d'avouer entièrement. Mais Charlotte était suffisamment intelligente pour reconstituer l'essentiel. Margaret avait été infidèle, avait donné naissance à un enfant métis et l'avait caché dans les quartiers pour éviter d'en subir les conséquences. Mère est-elle au courant? Demanda Charlotte. Non, personne ne sait. Seulement Thomas et les domestiques. Si cela s'ébruite, cela te détruira, dit Charlotte. Cela nous détruira tous. Je le sais, murmura Margaret. Pourquoi crois-tu que je vis dans la terreur depuis 3 ans? Charlotte se leva et se mit à faire les 100 pas, agitée. Elle était venue en s'attendant à une visite agréable, peut-être à quelques remarques condescendantes sur les difficultés passées de Margaret. Elle découvrait à la place un scandale capable de ruiner la réputation de toute la famille. « Cet enfant ne peut pas rester ici, » dit-elle finalement. « Il est la preuve visible de ta trahison. Thomas veut qu'il reste. Il considère Samuel comme son fils, légalement, comme sa propriété. »« Samuel ?» La voix de Charlotte se fit tranchante. « Tu l'as nommé ?»« Non, Esther l'a fait. » Charlotte réfléchit, son expression calculatrice. « Alors il existe une solution simple. L'enfant doit disparaître pour de bon cette fois. Il est encore assez jeune pour que cela se fasse discrètement. Un accident, une maladie. Ces choses arrivent tout le temps aux enfants esclaves. Quelque chose se révolta en Margaret. Un instinct maternel que 3 années de séparation n'est pas totalement étouffé. « Non, je ne peux pas. Tu n'as pas le choix. À moins que tu veuilles que toute notre famille soit détruite. À moins que tu veuilles que tes fils grandissent en sachant que leur mère est une adultère qui a engendré un bâtard. Est-ce cela que tu veux ?» La discussion dura des heures, mais la conclusion était inévitable. Charlotte avait raison. L'existence continue de Samuel représentait une menace, et Margaret, épuisée par des années de peur et de culpabilité, n'avait plus la force de résister. Lorsque Thomas rentra ce soir-là, il trouva sa femme et sa belle-sœur qui l'attendirent dans son bureau, unis dans une détermination sombre. « Nous devons parler de l'enfant, » dit Charlotte. « Celui des quartiers. » L'expression de Thomas s'assombrit. « Cela ne te concerne pas, Charlotte. Ça me concerne dès lors que la réputation de ma famille est en jeu. Margaret m'a tout dit. Et nous sommes d'accord. L'enfant doit partir. »« J'ai déjà pris ma décision, » répondit Thomas froidement. « Il reste ici, sous des conditions strictes. »« Pourquoi ?» exigea Charlotte. « Par un sens déplacé de la paternité? Il est la preuve de l'infidélité de ta femme. Chaque jour où il reste ici est une humiliation pour toi. » Thomas regarda Margaret, qui ne parvenait pas à soutenir son regard. « Est-ce ce que tu veux? Que ton fils soit éloigné? »« Ce n'est pas mon fils, » dit Margaret. Mais sa voix se brisa. « Pas vraiment. Il ne peut pas l'être. »« Mais il l'est, » répondit Thomas doucement. « Voilà le problème, n'est-ce pas? Il est à moi, que je le veuille ou non, et je ne tue pas ce qui m'appartient. »« Alors vends-le, » insista Charlotte. « Loin d'ici, à quelqu'un qui ne le reliera jamais à cette famille. Il a 3 ans. Qui achète un enfant de 3 ans? Beaucoup de plantations ont besoin de jeunes travailleurs, où il y a des familles en ville qui prennent des enfants comme domestiques. Cela peut se faire discrètement, pour le bon prix. » Thomas demeura silencieux un long moment, tiraillé par des impulsions contradictoires. La part pragmatique de lui reconnaissait que Charlotte avait raison. La présence de Samuel était dangereuse. Mais une autre part, celle qui comptabilisait les récoltes et traçait les lignées, qui pensait en termes de propriété et d'héritage, ne parvenait pas à accepter l'idée de se débarrasser de son propre fils, quelles que soient les circonstances. « Je vais y réfléchir, » dit-il enfin. « Mais pas maintenant. L'enfant reste jusqu'à ce que je décide autrement. » Charlotte repartit 2 jours plus tard, déçue, mais pas vaincue. Elle avait semé la graine, et elle savait que Thomas était un homme pratique. Tôt ou tard, le pragmatisme l'emporterait. Mais Charlotte commit une erreur cruciale avant son départ. Elle mentionna la situation à son mari, en lui jurant de garder le secret. Et son mari, après plusieurs verres de Porto dans un club de gentlemen à Williamsburg, en parla à un associé. Cet associé en parla à sa femme. Et ainsi, le secret entama sa propagation inévitable, s'échappant par fragments et chuchotements, se déformant à mesure qu'il passait de bouche en bouche. Au printemps 1806, des rumeurs avaient atteint plusieurs plantations voisines.
Les détails étaient confus. Certains disaient que Thomas avait engendré un enfant avec une femme esclave. D'autres affirmaient que Margaret avait pris un amant. D'autres encore soutenaient que tout cela n'était qu'un mensonge propagé par des concurrents jaloux. Mais tous s'accordaient sur un point. Quelque chose n'allait pas à la plantation Fermont. Un scandale impliquant des enfants et une filiation cachée. Thomas commença à remarquer le changement dans la manière dont on le traitait. Les conversations s'interrompaient lorsqu'il entrait dans une pièce. Ses partenaires commerciaux se montraient plus distants dans leurs échanges. Les invitations aux événements mondains devinrent plus rares. Rien d'ouvertement explicite, rien qu'il puisse confronter directement, mais un refroidissement net de l'atmosphère sociale. Thomas en comprenait le sens. Le secret s'était répandu, se propageant comme une fièvre, détruisant sa réputation à chaque nouvelle version. En juin 1806, Thomas prit sa décision. Il fit appeler Dinina dans son bureau et lui ordonna de préparer Samuel pour un voyage. L'enfant serait emmené à Richmond et placé dans une famille ayant besoin d'un domestique. Il y serait bien traité, insista Thomas, mais il ne pouvait plus rester à Fermont. Dinina accueillit la nouvelle avec le calme figé de ceux qui ont survécu à trop de choses pour exprimer le désespoir ouvertement. « Quand, monsieur ? » ?»« Dans 3 jours. J'ai déjà pris les dispositions nécessaires. » Dinina retourna à sa cabane et regarda Samuel, qui jouait avec ses chevaux en bois sculpté, mettant en scène une histoire complexe que lui seul comprenait. Il avait maintenant 4 ans, vif et curieux, avec l'intelligence de son père et la détermination de sa mère. Bien qu'il ne connaîtrait jamais ni l'un ni l'autre comme parents, elle l'avait élevé pendant 4 ans. Cet enfant qui n'était pas le sien, mais qu'il était devenu par l'alchimie des soins quotidiens. Elle lui avait appris à marcher, à parler, à reconnaître les plantes et les oiseaux. Elle lui racontait des histoires le soir, le serrait contre elle pendant ses cauchemars, l'aimait comme on aime un enfant qui représente quelque chose de plus grand que soi-même. Et maintenant, il allait lui être arraché, vendu à des étrangers, envoyé vers une vie qu'elle ne pourrait pas le protéger d'affronter. Dinina prit une décision à la fois désespérée et calculée. Cette nuit-là, après que Samuel se fut endormi, elle quitta discrètement la cabane et se rendit au quartier d'Esther. Esther était éveillée lorsqu'elle arriva, comme si elle avait attendu cette visite. Elles s'assirent dehors, dans l'obscurité, parlant à voix basse pour que leurs paroles ne portent pas jusqu'aux cabanes voisines. « Le maître vend Samuel, » dit Dinina. « Dans 3 jours. Il l'emmène à Richmond. » L'expression d'Esther ne changea pas, mais ses mains se crispèrent en poing. « Je craignais que cela arrive. Je ne peux pas laisser faire, » dit Dinina doucement. « Je ne le ferai pas. J'ai perdu trop d'enfants dans ma vie. Je n'en perdrai pas un autre. Que comptes-tu faire ? Je vais l'emmener loin d'ici. Fuir ? » Le mot resta suspendu entre elles, lourd de conséquences. Fuir était la transgression ultime, l'acte qui pouvait entraîner des châtiments brutaux, voire la mort. Mais c'était aussi la seule forme de résistance possible, la seule manière de défier réellement le système qui les possédait. « Ils te tueront s'ils t'attrapent, » dit Esther sans détour. « Ou pire, tu sais ce qu'ils font aux fugitifs. Je le sais, mais je sais aussi ce qu'ils font aux enfants dans ces maisons de la ville. J'ai entendu les histoires. Samuel n'y survivra pas. Mieux vaut essayer et échouer que de le livrer sans rien faire. Tu es vieille, dit Nina. Tu ne feras jamais 50 miles. Tes articulations peinent déjà à te porter autour de la plantation. Alors j'en ferai 20, ou 10, ou 5, aussi loin que je pourrai avant qu'il me rattrape. Esther la regarda longuement, voyant la détermination absolue gravée sur le visage de la vieille femme. Tu as besoin d'aide, d'informations, d'itinéraires, de refuges sûrs. Tu connais des gens, Esther. Tu entends des choses. Dis-moi comment faire. Au cours des 2 jours suivants, Esther rassembla toutes les informations possibles. Il existait des réseaux, des chemins murmurés, des lieux où les fugitifs pouvaient se cacher ou recevoir de l'aide. Ces réseaux étaient fragiles et dangereux, parfois aussi susceptibles de mener à la capture qu'à la liberté. Mais ils existaient. Esther apprit l'existence d'une famille noire, affranchie, vivant à une 30aine de miles au nord, près de la frontière du Maryland, qui offrait parfois un abri. Elle apprit quels lieux éviter, quelles zones étaient patrouillées par des chasseurs d'esclaves. Elle transmit ces informations à Dinina par fragments, lors de conversations prudentes, à des moments où personne ne pouvait les entendre. Elles préparèrent leurs plans avec la minutie de généraux préparant une campagne, conscientes que chaque détail pouvait faire la différence entre la fuite et la capture. La 3e nuit,
celle précédant le départ prévu de Samuel pour Richmond, Dinina se prépara à partir. Elle rassembla ce qu'elle pouvait porter, un peu de nourriture, une couverture, un couteau. Elle réveilla Samuel et l'habilla de ses vêtements les plus chauds, bien qu'il fût confus et encore ensommeillé. « Où est-ce qu'on va, grand-mère » demanda-t-il, utilisant le titre qui lui était devenu naturel. « À l'aventure » répondit Dinina, s'efforçant de garder une voix légère malgré la peur qui la traversait. « Nous allons voir de nouveaux endroits. Est-ce qu'on reviendra ? Peut-être, dit Dinina, le mensonge nécessaire. Peut-être un jour. Ils quittèrent la cabane juste après minuit, lorsque la plupart des gens dormaient profondément. La plantation était plongée dans l'obscurité, à l'exception de quelques lumières éparses dans la maison principale. Dinina tenait la main de Samuel et avançait aussi vite que son vieux corps le lui permettait, se dirigeant non pas vers la route, mais vers les bois, bordant l'extrémité est de la propriété. Ils avaient parcouru environ un demi-mille lorsque Samuel trébucha et tomba, criant de douleur. Dinina l'aida à se relever et constata qu'il s'était foulé la cheville sur une racine. Il pouvait marcher, mais lentement, et il se mit à pleurer de plus en plus fort, l'aventure devenant effrayante. « Chut, mon petit !» murmura Dinina avec urgence. « Il faut rester silencieux. C'est une partie du jeu. » Mais ce retard leur avait coûté un temps précieux, et la blessure de Samuel signifiait qu'ils avançaient bien plus lentement que prévu. Lorsque l'aube commença à poindre, ils avaient parcouru moins de 5 kilomètres. Dinina savait que ce n'était pas suffisant. L'alerte serait bientôt donnée, et les chiens seraient lancés à leur poursuite. Elle trouva un bosquet dense, et y entraîna Samuel, les dissimulant tous deux sous la couverture et des branches basses. Samuel s'était rendormi, épuisé par la marche nocturne. Dinina le serra contre elle et pria un Dieu dont elle n'était pas certaine qu'il écoutait des gens comme elle. À la plantation, l'alerte fut effectivement donnée. Thomas découvrit l'absence de Dinina lorsqu'il vint chercher Samuel pour le voyage à Richmond. La cabane vide racontait toute l'histoire. La rage de Thomas fut immédiate et volcanique. Il appela le contremaître, les chiens, ordonna qu'une équipe de chasse soit constituée sur le champ. « Trouvez-les, » ordonna Thomas. « Je veux que cette femme soit ramenée. »« Et l'enfant vivant, monsieur » demanda le contremaître. Thomas hésita, le visage déformé par des émotions contradictoires. « L'enfant ? Oui, sain et sauf. La femme, usez de votre jugement. » L'équipe de chasse partit avec les chiens avant même que le soleil ne soit entièrement levé. Les chiens captèrent rapidement l'odeur, entraînés précisément pour ce genre de poursuite. Ils suivirent la piste dans les bois, aboyant avec excitation. Dinina entendit les chiens et sut que tout était terminé. Elle réveilla Samuel et tenta de lui expliquer, de le préparer à ce qui allait arriver. Mais comment expliquer la capture et ses conséquences à un enfant de 4 ans ? « J'ai besoin que tu sois courageux, » lui dit Dinina, tenant son visage entre ses mains usées. « Quoi qu'il arrive, souviens-toi que je t'aime. Souviens-toi que tu vaux plus que ce qu'ils disent de toi. Tu m'entends, Samuel ? Tu vaux tout. » Samuel hocha la tête, sans comprendre, mais sentant la gravité de l'instant. L'équipe de chasse les trouva moins d'1 heure plus tard. 6 hommes à cheval, 2 armés de fusils, les chiens tirant sur leurs laisses. Ils encerclèrent le bosquet, coupant toute possibilité de fuite. « Sortez !» cria le contremaître. « C'est fini, Dinina. Ne rendez pas les choses plus difficiles. » Dinina sortit lentement, tenant la main de Samuel. L'enfant se pressait contre sa jambe, terrifié par les chiens, les hommes et l'hostilité émanant du groupe. « Prenez le garçon !» ordonna le contremaître à l'un des hommes. « Non !» dit Dinina, la voix plus ferme qu'elle ne se sentait. « Il reste avec moi. Tu n'es pas en position d'exiger quoi que ce soit, vieille femme. Tu es une fugitive. Tu sais ce que cela signifie. » L'un des hommes mit pied à terre et s'approcha. Dinina tenta de s'interposer entre lui et Samuel, mais l'homme était plus grand et plus fort. Il attrapa Samuel et l'arracha à l'étreinte protectrice de Dinina. Samuel hurla, tendant les bras vers elle. « Grand-mère, grand-mère, ça va aller, mon petit !» cria Dinina malgré la voix brisée. « Ça va aller. Sois courageux. » Ils lièrent les mains de Dinina derrière son dos et la forcèrent à marcher vers la plantation, entourée par les cavaliers, les chiens suivant derrière. Samuel fut emporté par l'un des cavaliers, continuant à appeler Dinina en pleurant. Le retour dura des heures. Lorsqu'ils atteignirent Fermont, les pieds de Dinina saignaient, et son vieux corps était au bord de l'effondrement. Mais elle gardait la tête haute, refusant de montrer la moindre faiblesse
ou le moindre regret. Thomas attendait devant la maison principale. Il prit Samuel au cavalier et examina l'enfant pour s'assurer qu'il n'était pas blessé. Samuel avait cessé de pleurer, trop épuisé et trop effrayé pour faire autre chose que fixer le vide de ses grands yeux choqués. « Emmenez-la à la grange », ordonna Thomas en désignant Dinina. 20 coups de fouet, puis enfermez-la dans la cave de stockage pendant 3 jours. Pas de nourriture, de l'eau seulement. Dinina savait que cela arriverait, mais la réalité la frappa malgré tout comme un coup physique. 20 coups de fouet à son âge pouvaient la tuer. Le contremaître le savait aussi, et hésita brièvement. « Monsieur, elle est vieille. Elle pourrait ne pas survivre. Alors assurez-vous qu'elle survive, » répondit Thomas froidement. « Je veux qu'elle vive assez longtemps pour comprendre les conséquences de ses choix. » Ils traînèrent Dinina vers la grange. En voyant cela, Samuel se mit à hurler de nouveau, se débattant contre la prise de Thomas. « Grand-mère, ne faites pas de mal à grand-mère !» Thomas baissa les yeux vers l'enfant, cette source de tous ses ennuis, et ressentit un mélange complexe d'affection et de ressentiment. Samuel était son fils, indéniablement, mais il était aussi le rappel vivant de tout ce que Thomas voulait oublier. Esther apparut sur le seuil de la maison principale, attirée par l'agitation. Elle vit Dinina emmenée vers la grange, vit Samuel se débattre dans les bras de Thomas, et comprit que tout avait basculé. « Maître Fermont, » dit Esther doucement, « laissez-moi prendre l'enfant, il est terrifié. » Thomas la regarda, cette femme qui avait déclenché toute cette chaîne d'événements en choisissant la miséricorde plutôt que l'obéissance. « Vous saviez, n'est-ce pas, pour le projet de fuite de Dinina ? » ?»« Non, monsieur. Ne me mentez pas, Esther. Vous l'aidiez depuis le début. Je lui ai donné des informations, monsieur. C'est tout. Je ne savais pas qu'elle irait jusqu'à fuir. » Thomas aurait pu la faire fouetter elle aussi. Il aurait pu punir tous les complices de cette conspiration. Mais il était fatigué, profondément fatigué de cette situation et de toutes ses complications. « Prenez-le, » dit Thomas en lui tendant Samuel. « Gardez-le dans les quartiers. Je réglerai tout cela demain. » Esther prit Samuel, qui s'agrippait désespérément à elle. Elle l'emmena loin de la grange, loin des sons qui allaient bientôt retentir, lui couvrant les oreilles et lui offrant le peu de réconfort possible. Dans la grange, Dinina fut fouettée, 20 coups portés avec l'efficacité froide d'un châtiment routinier. Elle cria d'abord, puis se tut, économisant les forces qui lui restaient. Quand ce fut terminé, on la laissa saigner sur le sol de la grange, trop meurtrie pour bouger. Elle survivrait, de justesse, mais Dinina ne marcherait plus jamais sans douleur, et l'infection de ses blessures la rendrait malade pendant des mois. La femme qui avait tenté de sauver un enfant par la fuite passerait le reste de sa vie abrégée comme un avertissement vivant sur le prix de la résistance. La tentative d'évasion avait tout changé. Thomas ne pouvait plus maintenir la fiction selon laquelle Samuel pourrait rester à Fermont sous des conditions contrôlées. L'enfant était devenu trop visible, sa présence trop controversée, son existence même une source d'instabilité. Mais le scandale s'était aussi trop répandu pour permettre la discrétion. Thomas ne pouvait pas simplement vendre Samuel à une famille de Richmond sans susciter des questions. Pourquoi se débarrasser d'un enfant qui ressemblait tant aux jumeaux Fermont? Tout acheteur potentiel s'interrogerait, spéculerait et propagerait probablement davantage de rumeurs. Thomas se retrouva piégé par le secret même qu'il avait tenté de préserver. Il ne pouvait reconnaître Samuel comme son fils sans confirmer l'infidélité de Margaret. Mais il ne pouvait s'en débarrasser sans attirer l'attention sur le mystère. Chaque option menait à l'exposition, à la honte, à la destruction de la réputation familiale. Il passa des semaines à lutter avec ce dilemme, buvant plus que de raison, évitant à la fois Margaret et Samuel, cherchant une solution qui n'existait pas. La réponse, lorsqu'elle arriva, prit la forme d'une lettre de Charlotte. Sa belle-sœur avait fait des démarches, en utilisant ses relations à Williamsburg et à Richmond, cherchant un moyen de régler la situation discrètement. Elle avait trouvé, écrivait-elle, une famille missionnaire se dirigeant vers les territoires de l'Ouest afin d'établir une église dans la vallée de l'Ohio. Ils cherchèrent des enfants à emmener avec eux. Des orphelins, des enfants non désirés, quiconque avait besoin d'un nouveau départ loin de la civilisation. Ils ne posaient aucune question sur la filiation. Ils ne se soucient que d'offrir une éducation chrétienne à des enfants dans le besoin, écrivait Charlotte. Cela pourrait être la solution que tu cherches. L'enfant serait emmené suffisamment loin pour ne jamais revenir ni causer d'embarras, et la famille est assez respectable pour que tu puisses dire, si on te le demande, que tu as fait un geste charitable en soutenant leur mission. Thomas lut la lettre 3 fois. L'Ohio se trouvait à près de 1000 miles.
au-delà des montagnes, à travers des territoires à peine peuplés. Un enfant de 4 ans envoyé là-bas ne reviendrait probablement jamais. Il n'y aurait aucune complication future, aucune rencontre fortuite, aucune question embarrassante. Samuel disparaîtrait simplement dans l'immensité de la frontière occidentale. Thomas comprit que c'était la solution parfaite. Ni tout à fait un meurtre, ni tout à fait un abandon, mais une disparition définitive, que l'on pouvait présenter comme un acte de charité, plutôt que de cruauté. Il répondit immédiatement à Charlotte pour accepter sa proposition. La famille missionnaire arriva à la plantation Fairmont au début de septembre 1806. Le révérend Marcus Hayes et son épouse Elizabeth étaient des gens simples et sincères, âgés d'une trentaine d'années, animés par la conviction religieuse d'apporter le christianisme à la frontière. Ils avaient 2 enfants et avaient accepté d'en accueillir 3 autres sur leur route vers l'ouest. Samuel serait le 4e. Thomas les reçut dans son bureau, présentant la situation sous son jour le plus favorable. « Le garçon est le petit-fils de l'un de mes travailleurs, » dit Thomas, le mensonge fluide et bien rodé. « Sa mère est morte en couche, et sa grand-mère est devenue trop âgée pour s'occuper de lui correctement. Je crois qu'il bénéficierait de l'éducation et des opportunités que votre mission pourrait lui offrir. » Le révérend Hayes hocha la tête avec compassion. « Nous rencontrons souvent ce genre de situation. Des enfants sans famille adéquate, ayant besoin de repères et d'instructions chrétiennes. Nous serons heureux de l'accueillir. Il a un nom, » ajouta Thomas, « Samuel. Mais vous pouvez le changer si vous le jugez approprié. Nous garderons son nom, » dit doucement Elizabeth Hayes. « Chaque enfant devrait conserver au moins cela de son identité. » Thomas ressentit une pointe de culpabilité inattendue face à sa gentillesse, mais la repoussa. C'était la seule solution pratique. Samuel aurait une meilleure vie dans l'Ohio qu'il n'aurait jamais pu en avoir à Fairmont. Libéré du stigmate de sa naissance, capable de tracer sa propre voie dans une société qui ignorerait son histoire. Du moins, c'est ce que Thomas se répétait. Le jour du départ arriva rapidement. Samuel fut conduit depuis la cabane d'Esther. Dinina était encore trop faible pour marcher, toujours en convalescence dans sa cabane après le fouet. Samuel ne comprenait pas ce qui se passait, seulement qu'on l'emmenait quelque part avec des étrangers. Esther le serra longuement contre elle avant de le laisser partir, mémorisant son visage, sachant qu'elle ne le reverrait probablement jamais. « Sois sage, » lui dit-elle. « Écoute ces gens, apprends tout ce qu'ils t'enseignent, et souviens-toi, tu vaux autant que n'importe qui. Ne laisse jamais personne te dire le contraire. » Samuel hocha la tête, sans comprendre, mais sentant le caractère définitif de l'instant. Margaret observa depuis la fenêtre de sa chambre le chariot de la famille missionnaire se préparer au départ. Samuel assis à l'arrière, parmi les ballots de provisions et les autres enfants orphelins. Elle ne lui dit pas au revoir. Elle ne l'avait d'ailleurs pas revu depuis la nuit de sa naissance. Elle regarda simplement, la main pressée contre la vitre, tandis que la preuve physique de sa trahison quittait sa vie. Elle aurait dû ressentir du soulagement. À la place, elle éprouva un chagrin creux, sans nom, pour un enfant qu'elle ne s'était jamais autorisée à revendiquer. Le chariot s'éloigna, prenant la direction de Richmond, puis au-delà, vers des territoires que Margaret n'avait jamais vus et ne verrait jamais. Samuel se retourna une dernière fois, confus et effrayé, avant que les arbres ne bloquent la vue et qu'ils ne disparaissent. Thomas se tenait dans son bureau, un verre de whisky à la main, se répétant qu'il avait fait ce qu'il fallait, la chose pratique, la seule qui ait du sens. Dans sa cabane, Dinina apprit que Samuel était parti, et quelque chose en elle se brisa définitivement. Elle avait trop survécu, trop enduré, trop combattu pour sauver cet enfant, pour échouer finalement. Après ce jour, elle cessa de parler, cessa de s'engager avec le monde de manière significative. Elle vécut encore 2 ans, mais ne fut jamais vraiment présente, son esprit se retirant dans un lieu où la douleur et la perte ne pouvaient plus l'atteindre. Esther continua son travail dans la maison principale, servant la famille, qui avait tant détruit, tout en faisant semblant que tout était normal. Mais elle commença à tenir un journal, y consignant la véritable histoire de la naissance et de la disparition de Samuel. Elle cacha ce journal sous une lame du plancher de sa cabane, une protection contre l'oubli, une preuve que ces événements avaient réellement eu lieu. « Un jour, » écrivit-elle, « quelqu'un voudra connaître la vérité. Quelqu'un demandera ce qui est arrivé au 3e enfant de Margaret Fairmont, et ce journal sera là pour répondre. » Les années qui suivirent le départ de Samuel furent marquées par une lente dégradation de tout ce que Thomas et Margaret avaient tenté de protéger.
Leur mariage, déjà fragilisé, se transforma en une coexistence froide. Margaret ne se remit jamais de la culpabilité et de la perte, passant la majeure partie de son temps dans ses appartements, évitant les mondanités, se retirant peu à peu du monde. Thomas se jeta avec une intensité obsessionnelle dans les affaires de la plantation, comme si suffisamment de profit et de productivité pouvaient compenser le malheur personnel. Thomas Junior et Henry grandirent en jeunes hommes conscients que quelque chose n'allait pas dans leur famille, sans jamais parvenir à identifier précisément quoi. Ils percevaient la misère silencieuse qui unissait leurs parents, les secrets inexprimés qui pesaient dans l'air de la maison principale. Les deux garçons partirent se faire éduquer à Richmond dès qu'ils en eurent l'âge, impatients de fuir l'atmosphère oppressante de la plantation Fairmont. La plantation elle-même entra alors dans un lent déclin. Thomas prit de mauvaises décisions commerciales, investit dans des entreprises vouées à l'échec et emprunta de l'argent qu'il avait du mal à rembourser. En 1815, il fut contraint de vendre des portions de terre pour éponger ses dettes. En 1820, la plantation ne représentait plus que la moitié de sa taille d'origine, exploitée par une fraction de la population asservie d'autrefois. Esther fut affranchie en 1823, non par générosité de Thomas, mais en vertu des dispositions du testament de sa mère, qui stipulait que certains domestiques favoris seraient libérés après 20 années de service. Esther avait 47 ans, usée par des décennies de travail, mais vivante et légalement libre. Elle s'installa à Richmond, emportant avec elle son journal caché, et trouva un emploi comme couturière. Margaret mourut en 1827, à l'âge de 42 ans. Le médecin parla d'une maladie de consomption, mais ceux qui la connaissaient comprenaient qu'elle avait simplement abandonné, épuisée par des années de culpabilité et d'isolement. Sa mort passa presque inaperçue en dehors de la famille proche. Elle fut enterrée dans le cimetière familial, non loin de la tombe vide censée contenir son troisième fils. Thomas lui survécut 7 ans. Il mourut en 1834, à 62 ans. Sa nécrologie dans un journal de Richmond fut brève, mentionnant son service à la Chambre des bourgeois de Virginie et la gestion d'une plantation autrefois prospère. Elle ne faisait aucune allusion au scandale, au secret, ni aux enfants cachés. Son domaine, amoindri et lourdement endetté, fut partagé entre Thomas Junior et Henry, dont aucun ne souhaitait conserver la propriété. Ils la vendirent en 1836 à un spéculateur foncier, qui la divisa en exploitations plus petites. La maison de la plantation Fairmont existe encore aujourd'hui, bien qu'elle ait été transformée en musée et en lieu d'événement. Les guides évoquent l'histoire de la famille à l'époque coloniale, le rôle de la plantation dans la production de tabac, l'architecture de la demeure principale. Ils ne mentionnent ni le troisième enfant de Margaret, ni la conspiration entourant sa naissance, ni les vies détruites pour préserver un secret, car pendant plus d'un siècle, ce secret resta enfoui. Le journal d'Esther refit surface en 1889, découvert dans une malle parmi ses effets personnels après la mort de son arrière-petite-fille. La famille, incertaine de la conduite à tenir face à ce contenu explosif, consulta un avocat qui leur conseilla de le confier à la Société historique de Virginie, à condition qu'il ne soit pas rendu public pendant 50 ans. Le journal fut catalogué et entreposé, largement oublié dans les archives. Ce n'est qu'en 1952 qu'un étudiant en master, effectuant des recherches sur la vie dans les plantations, tomba sur le journal d'Esther et en reconnut l'importance. L'histoire des triplés de Margaret Fairmont et de l'enfant à la peau foncée cachée, puis envoyé au loin, fut enfin révélée aux historiens et aux chercheurs. Des tentatives furent entreprises pour retracer le destin de Samuel, afin de découvrir ce qu'était devenu l'enfant envoyé vers l'Ouest avec la famille missionnaire Hayes. Les archives des missions de l'Ohio de cette époque étaient incomplètes et mal tenues. La famille Hayes put être localisée dans le territoire de l'Ohio, où elle avait fondé une petite église près de l'actuel Cincinnati. Mais après 1810, les traces deviennent floues. Les enfants mouraient fréquemment sur la frontière, de maladies, d'accidents ou des conditions de vie extrêmement rudes. Il existe toutefois une hypothèse intrigante, bien qu'impossible à confirmer. Dans le recensement de l'Ohio de 1850, figure un homme nommé Samuel Hayes, âgé de 48 ans, répertorié comme instituteur dans une petite ville de pionniers. L'âge correspondrait approximativement, et le nom de famille suggère qu'il aurait été élevé par ou adopté dans la famille Hayes. Mais en l'absence de preuves définitives, sans aucun document reliant ce Samuel Hayes à l'enfant né à la plantation Fairmont, les historiens ne peuvent que spéculer.
S'il s'agissait bien de lui, s'il avait survécu à son enfance et bâti une vie dans l'Ohio, alors le plus sombre secret de Margaret aurait connu une fin qu'elle n'aurait jamais imaginée. L'enfant qu'elle avait rejeté comme trop foncé, trop dangereux, trop nuisible à sa réputation, aurait pu mener une vie longue et utile, libérée du système des plantations qui l'avait condamné dès sa naissance, capable de se forger une identité au-delà des circonstances de sa conception. Ou peut-être mourut-il jeune, autre victime anonyme des dures réalités de la frontière, son existence et sa mort tout aussi invisibles pour l'histoire. Nous ne le saurons jamais avec certitude. C'est la nature même des histoires cachées, de celles qui étaient destinées à être effacées. Les documents sont incomplets. Les témoins sont tous morts. La vérité est obscurcie par le temps et par la destruction délibérée des preuves. Ce que nous savons, en revanche, est ceci. 3 enfants naquirent le 23 avril 1802 à la plantation Fairmont, dans le comté de Henry-Hau, en Virginie. 2 furent reconnus, élevés comme héritiers, bénéficiant de tous les avantages que la fortune de leur père pouvait offrir. Le 3e fut caché, envoyé au loin, effacé des registres familiaux et de la mémoire. Et la question qui hante cette histoire n'est pas seulement ce qui est arrivé à ce 3e enfant. C'est combien d'autres enfants, dans combien d'autres maisons de plantation, ont disparu pour des raisons similaires. Combien de secrets furent enfouis sous des planchers et dans des tombes vides. Combien de vies furent détruites non par la cruauté, mais par la peur, peur du scandale, peur des conséquences sociales, peur de reconnaître la réalité complexe et brutale de la vie dans les plantations. L'histoire de Margaret Fairmont est troublante, non parce qu'elle est unique, mais précisément parce qu'elle ne l'est probablement pas. Les détails sont exceptionnels. Des triplés, une ressemblance frappante, une conspiration documentée. Mais la situation sous-jacente était courante. Les plantations étaient des lieux où l'exploitation sexuelle était systémique, où des enfants métis naissaient constamment, où les familles blanches s'efforcèrent de maintenir la fiction de la pureté raciale tout en vivant dans une proximité intime avec les personnes qu'elles réduisaient en esclavage. L'horreur de cette histoire n'est pas surnaturelle. Elle est humaine. Elle parle des choix que font les gens pour se protéger, préserver leur statut, maintenir les apparences au détriment de la vérité et de la morale. Elle parle d'une mère qui a aimé ses enfants suffisamment pour en protéger 2, mais pas assez pour reconnaître le 3e. Elle parle d'un père qui revendiquait la propriété de tout sur sa plantation, sauf du fils qui avait le plus besoin de sa protection. Elle parle d'une communauté qui a choisi le silence plutôt que la justice, le secret plutôt que la vérité. Et elle parle d'un enfant, Samuel, le triplet non désiré, le fils caché, le garçon trop foncé pour être reconnu, dont la vie comptait moins que la réputation de sa mère, dont l'existence fut traitée comme un problème à résoudre, plutôt que comme une vie à chérir. Ce récit nous rappelle que les chapitres les plus sombres de l'histoire ne parlent pas toujours de fantômes ou de malédictions. Parfois, ils parlent de chair et de sang, de personnes réelles faisant des choix terribles pour des raisons compréhensibles, de systèmes qui forçaient ces choix sur des individus pris au piège. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que toute la vérité a été révélée, ou reste-t-il encore des secrets enfouis dans les archives du comté de Henry-Hau? Y avait-il d'autres enfants comme Samuel, effacés de l'histoire par des mères terrifiées et des pères complices? Laissez votre commentaire avec vos réflexions. Si vous avez aimé cette histoire et souhaitez en découvrir d'autres du même genre, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez-la avec quelqu'un qui aime les mystères. Le passé regorge d'histoires que nous n'étions pas censés entendre. Continuons à écouter. À bientôt dans la prochaine vidéo.